Bon, je vais commencer par revenir sur quelque chose que Jean-Claude Marsan a mentionné et qui est un peu aussi en lien avec ce que Félix Lambert a évoqué ce matin. Je pense que, comme vous tous probablement, j'ai senti un malaise quand j'ai constaté l'écart qu'il y avait entre ce que Ken Greenberg nous proposait et ce que les gens des services d'urbanisme nous proposaient. Et je pense que, comme Jean-Claude Marsan, il faut insister sur le fait que les urbanistes ne sont pas responsables du triste spectacle auquel on assiste en matière d'urbanisme à Montréal depuis quelques années. Je pense qu'il faudrait, et notamment ceux qui auront l'intention de déposer des mémoires, je pense que d'entrée de jeu, il faudrait interpeller la classe politique et rappeler ce beau monde-là à l'ordre. On ne fait pas du bon urbanisme à Montréal parce qu'on ne veut pas faire du bon urbanisme à Montréal du point de vue politique. C'est une dérive qui a commencé sous Jean Doré quand on a commencé à politiser toutes les négociations autour des dossiers d'urbanisme. Et on a tellement politisé la chose qu'on a même fini par penser que c'était même plus nécessaire de faire de l'urbanisme, qu'on pouvait se contenter de négocier des projets avec des promoteurs. Et je pense que la situation qu'on nous a présentée ce matin est le résultat de cette dérive-là. Il serait temps, je pense, qu'on sonne la fin de la récréation de ce point de vue-là. Bon. Cela étant dit, je pense qu'il est important de rappeler que le défi de reconquérir, revitaliser, réaménager Griffintown est un défi qu'on n'a jamais relevé à Montréal en termes de complexité, en termes d'ampleur. On a fait des grands projets urbains, on a aménagé des quartiers, mais il faut se rappeler que dans tous les cas, on était sur des terrains vagues, on était sur des friches complètement libérées. Bon, je parlerai de Bois-Franc dans l'arrondissement Saint-Laurent, je parlerai du projet Angus, je parlerai du projet Faubourg-Québec. Et un des seuls exemples où on était intervenu sur un quartier existant, ce quartier avait une trame et une densité de bâtis très, très imposante. Je parle du Faubourg des Récollets, qui limitait en quelque sorte la marge de manœuvre. Et même dans ce cas-là, il faut avoir le recul d'aujourd'hui pour constater que toute cette prétention que la partie nord du quartier était un déversoir naturel pour le centre-ville de Montréal ne s'est pas avérée. Le centre-ville n'a pas répondu à l'injonction des aménagistes. Et donc, je pense qu'il faut qu'on concède que Griffintown est un défi énorme et qu'on n'a pas pour l'instant l'ensemble des compétences qu'on devrait avoir pour être capable de mener à bon port ce projet-là, surtout, comme on l'a évoqué ce matin, que plein de projets immobiliers sont en cours ou ont déjà été approuvés, ce qui, à chaque fois, verrouille un petit peu plus davantage la gamme des possibles du point de vue de l'intervention publique. Et ça, je pense que c'est un peu dommage, mais c'est la situation avec laquelle on est confronté. Et je vais évoquer un petit peu plus tard les modalités d'une possible marge de manœuvre plus grande qu'on pourrait se donner. Je voudrais néanmoins, avant ça, aborder la question de la manière de poser le problème Griffintown. D'abord, j'ai été extrêmement abasourdi, et le terme est faible ce matin, quand j'ai entendu Louise nous dire qu'une des premières options envisagées, c'est le développement du centre-ville dans Griffintown, une espèce d'extension du centre-ville. Ça fait 60 ans à Montréal que les urbanistes, les aménagistes, les politiques font injonction au centre-ville d'aller là, du côté de Radio-Canada, du côté de Faubourg-Québec, du côté-ci. Et le centre-ville, depuis 60 ans, nous dit « Allez vous faire foutre, je suis bien où je suis et j'y reste ». Il serait à peu près temps qu'on ait la modestie de penser qu'il a peut-être raison et d'arrêter de faire de ça un problème auquel on va s'attaquer et sur lesquels on va dépenser beaucoup d'énergie pour strictement rien, parce que Dieu sait que les vrais problèmes, ils sont très nombreux, donc essayons donc de nous concentrer sur les vrais problèmes. De ce point de vue-là, la question des échelles, pour moi, est importante. Bon, ce que Daniel Gill a évoqué ce matin, je pense qu'il faut y revenir. L'exemple du plateau est très, très explicite là-dessus. On ne peut pas régler des problèmes de milieu en contexte métropolitain en mettant des clôtures autour des territoires. Je pense qu'il faut qu'on prenne l'ensemble des données et il faut aussi qu'on admette dans certaines circonstances que s'il y a des gros avantages à être limitrophe au centre-ville, il pourrait peut-être aussi qu'il y ait quelques petits inconvénients d'être là et non pas à Sainte-Dorothée. À un moment donné, il faut s'assumer complètement.
Dans la question de la manière de poser les problèmes, il y a aussi une espèce de révision indispensable, je pense, de nos outils d'urbanisme, de la manière de poser les diagnostics. On nous a présenté une carte ce matin où on nous a parlé de résidents et on nous a parlé d'emplois. Or, on sait pertinemment qu'avec notamment le développement du travail autonome, que le développement du télétravail, il y a de plus en plus de gens qui résident et qui travaillent là où ils résident. Et cette dimension-là, elle est très difficile à assumer, mais en même temps, ça a un certain nombre d'impacts sur la manière de penser les lieux. On évoquait tantôt la possibilité qu'il y ait des locaux communautaires pour les gens qui travaillent comme travailleurs autonomes à domicile, parce qu'un certain nombre de choses, de tâches peuvent nécessiter de ne pas se confiner dans son logement. On pense entre autres aux espaces extérieurs équipés en Wi-Fi parce que beaucoup de travailleurs autonomes aiment bien être capables de sortir à l'extérieur pour faire une partie du travail. Donc, il y a une manière de penser la ville dans un contexte de télétravail ou de technologie de l'information qui diffère passablement de notre manière de le faire il y a même juste 20, 25 ou 30 ans. Donc, de ce point de vue-là, le diagnostic doit être capable d'intégrer ces données-là, même si c'est extrêmement difficile à saisir, à cerner dans l'ensemble de leurs dimensions. Donc, je pense qu'une bonne partie du travail qui devrait être fait serait d'actualiser les diagnostics qu'on pose sur les territoires pour intégrer ces nouvelles dimensions qui, à mon sens, sont absolument incontournables. Je voulais aborder la question de la forme physique. On en a parlé, là, de la forme urbaine tantôt, en regard justement à la question des potentiels. C'est une chose de constater un certain nombre de potentiels par terrain vacant ou semi-vacant interposés. C'en est une autre de se dire, est-ce que toutes les occupations et les utilisations du sol actuelles sur le territoire sont pertinentes? Est-ce qu'elles ont toute leur légitimité? Est-ce que certaines ne devraient pas être dégommées volontairement pour créer des potentiels là où il n'y en a pas? Et surtout pour se donner collectivement, via l'administration municipale, des moyens d'intervention qu'on n'a pas présentement. Il y a beaucoup d'exemples de ce type-là, y compris dans des très petites localités. Je me rappelle à Terrebonne, j'avais réussi à convaincre le conseil municipal de sortir des usines du vieux Terrebonne pour faire du résidentiel. La même chose à La Prairie. Je me dis, si on réussit à faire ça à Terrebonne et à La Prairie, je pense qu'on serait capable de faire ça à Montréal. Et on a évoqué l'exemple de la grande entreprise où on nous dit qu'il y a beaucoup d'emplois, mais ils ne travaillent pas là. Est-ce que c'est pertinent d'avoir une boîte immense qui hypothèque un terrain stratégique en plein cœur d'un territoire où on n'a aucune marge de manœuvre? Est-ce qu'on ne devrait pas se donner cette marge de manœuvre-là en faisant de l'urbanisme très volontaire? L'autre élément par rapport à ça aussi, et ça a à voir avec la question de l'animation, avec la question du dynamisme, avec la question du potentiel d'appropriation d'un milieu, c'est la capacité d'intervenir intelligemment pour changer la donne tout en respectant l'existant. Je vais vous donner 2 ou 3 exemples. Un des plus anciens que je connaisse, c'est ce qui a été fait en Angleterre dans les années 50-60, au moment où on voulait empêcher le commerce de détail de se délocaliser vers les bouclages autoroutiers et où on a développé des stratégies pour venir insérer dans les tissus historiques des centres-villes des galeries marchandes qui occupaient des cours arrière qui n'avaient plus aucune pertinence en fonction des usages anciens. Et ça a permis de consolider et même de redynamiser beaucoup de centres-villes sans nécessairement détruire la substance de ces centres historiques. Un autre exemple plus modeste, c'est ce que la Commission de la capitale nationale a réalisé à Ottawa dans le secteur du marché-bail, quand, dans la stratégie de redynamisation, on a ressaisi toute une série de cours arrière d'édifices qu'on a transformés en places publiques, toutes imbriquées les unes dans les autres, et qui permet non seulement d'avoir un parcours alternatif hors rue extrêmement divertissant, mais où plein d'activités sont venues se loger à l'écart de la rue et au bénéfice de ceux qui les offrent et de ceux qui se les payent. Un dernier exemple, encore plus modeste, c'est la percée qu'on a réalisée au moment où le Musée de la civilisation s'est installé dans les derniers édifices restaurés sur la Place Royale à Québec, où dorénavant, pour monter dans la Haute-Ville ou descendre dans la Place Royale, au lieu de faire le grand détour en épingle à cheveux de la côte de la montagne, on peut passer par un escalier qui a été aménagé à même les structures bâties et en plus qui nous fait découvrir un patrimoine bâti sous un angle qui était inexistant auparavant. Donc, c'est autant d'exemples de marge de manœuvre qu'on peut se donner par rapport à l'existant et qui peuvent permettre d'enrichir considérablement un patrimoine, de le réapproprier collectivement et d'en faire un levier de développement.
Et je pense que de ce point de vue-là, le secteur de Griffintown offre beaucoup plus de potentiel que ce qui nous est présenté actuellement. Je pense que la commande politique devrait permettre aux urbanistes de Montréal de se lâcher lousse dans le secteur et je pense qu'il sera en mesure de nous mettre beaucoup plus de choses sur la table intéressantes. On les forme d'ailleurs très, très bien. Bon, rapidement, un petit commentaire PPU Transport. Sous aucune considération, le plan de transport de Montréal est un plan de transport. Maintenant, on est rendu à des plans de mobilité. On est beaucoup plus loin. On est beaucoup plus en mode intégré aménagement et transport qu'on ne l'était. Donc, il faudrait plutôt penser à un véritable plan de mobilité fortement intégré aux perspectives urbanistiques et non pas encore avoir de la planification sectorielle. De toute façon, l'aménagement ne vient pas avant le transport et le transport ne vient pas avant l'aménagement. Ça se supporte mutuellement. La question de la mixité, j'aimerais la mettre en lien maintenant de dernier commentaire que je vais faire avec la question de la densité. La question de la densité fait problème dans nos sociétés. Bon, Pierre Gauthier nous a bien montré qu'en règle générale, on ne sait pas de quoi on parle quand on parle de densité. On fait une adéquation directe entre densité et hauteur. Or, on sait très bien qu'on peut avoir des édifices très hauts, très peu denses, parce qu'il y a des dégagements considérables autour. C'est ce qui empêche d'ailleurs la multiplication des tours à Paris, parce qu'on exige des dégagements équivalents à la hauteur de la tour, ce qui fait qu'il n'y a aucun gain au plan immobilier de ce point de vue-là. Et d'autre part, la question de la mixité pose problème aussi dans la mesure où on n'a pas de seuil. Et en discutant avec un étudiant de l'Institut récemment, dans le cadre d'un exercice prospectif, il m'a introduit l'idée d'intensité. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant en me disant, est-ce que c'est pas là le grand enjeu dans nos milieux? Est-ce que c'est pas d'essayer de trouver le dosage optimal d'intensité à la fois d'occupation du territoire et à la fois d'activité qui fait que tout un chacun y trouverait son bénéfice? C'est-à-dire, quelle est l'intensité minimale qui permettrait au système d'être viable? Parce que, bon, on parlait des écoles ce matin, c'est un problème. C'est beau vouloir des familles, mais s'il n'y a pas d'école, ils ne viendront pas. C'est beau avoir des écoles, mais s'il n'y a pas de famille, on n'est pas plus avancé. Donc, quels sont les seuils de viabilité inférieurs et quels sont les seuils supérieurs au-delà desquels l'intensité, soit de construction, soit d'activité, devient intolérable? Et je pense qu'on aurait là une capacité d'avoir un regard intégré et une capacité éventuellement de désolidariser des usages ou de désolidariser des types de construction parce qu'effectivement, on serait au-delà des seuils d'intensité souhaitables. Donc, ça permettrait d'avoir une approche beaucoup plus intégrée des territoires que de traiter de mixité sur un plan vocationnel et fonctionnel d'un bord et de traiter de densité de l'autre côté, comme si ces deux choses-là n'avaient pas à voir l'une avec l'autre.